Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche consacré aujourd'hui à l'actualité des expositions. Lascaux comme si vous y étiez, la réplique grandeur nature de la célèbre grotte est désormais ouverte au public qui pourra découvrir ces célèbres parois reproduites au millimètre près. Autre exposition immersive qui a ouvert ses portes, elle, au Grand Palais. Site éternel met en lumière 4 des plus beaux sites archéologiques du patrimoine universel menacés par des conflits. Et pour finir, on vous propose un panorama des expositions parisiennes à ne pas manquer cet hiver. On commence donc avec celle que l'on appelle la chapelle Sixtine de la préhistoire. La grotte de Lascaux, découverte il y a 76 ans par 4 jeunes Français, est riche de 680 fresques et 1500 gravures. Fermée au public en 1963 pour la protéger, elle a été entièrement reconstituée dans un nouvel édifice. Lascaux 4 ouvre ses portes à Montignac, tout près de la grotte originale, au cœur de la Dordogne. À 600 mètres à vol d'oiseau de la grotte originale, s'étend désormais Lascaux 4, une architecture moderne pour abriter 900 mètres carrés d'œuvres reproduites au millimètre. C'est vrai qu'ayant vu les autres Lascaux, j'avais jamais vu encore ces signes, ces points, ces traits. Et c'est vrai que du coup, ça donne envie d'en savoir un peu plus. Vieilles de presque 20 000 ans, les peintures de Lascaux ont été découvertes par 4 jeunes garçons. C'est Lascaux 1. Ce jour de septembre 1940 devait être le départ d'une des plus extraordinaires aventures. Ouverte au public jusqu'en 1963, la grotte souffre de la présence humaine. Alors, on décide de recréer une copie à 200 mètres de là. Voici Monique Peitral terminant la licorne. Elle souffle de l'argile brûlée dans un os creux pour obtenir le velouté, comme l'on faisait il y a 17 000 ans dans les entrailles de la colline sacrée. 10 ans de travail ont été nécessaires à Monique, et lorsqu'elle revient sur le site, elle a toujours la même émotion. Quand je descends ici, ça me prend à la gorge. J'ai mis tellement de moi quand je l'ai fait. Tous les ans, 250 000 visiteurs ont ainsi pu découvrir ces merveilles préhistoriques. Considérée comme le berceau de l'art de l'humanité, la grotte se décline ensuite en une exposition itinérante aux 4 coins du monde. C'est Lascaux 3. Simon Coincas, le seul découvreur de la grotte encore vivant, a pu visiter Lascaux 4 en avant-première. C'est du bon travail. C'était en septembre dernier, 76 ans jour pour jour après avoir mis par hasard le pied dans une cavité. Moi, j'ai l'impression que je suis dans la grotte, la vraie. L'émotion est intacte, tout comme l'énigme de ces dessins, venus du fond des âges. Place à d'autres joyaux historiques, mais qui sont eux directement menacés. La ville antique de Palmyre, en Syrie, est repassée dimanche sous le contrôle du groupe État islamique. Comme elle, d'autres sites archéologiques subissent des destructions volontaires, pensées comme des actes de guerre en période de conflit. Le Grand Palais leur consacre une exposition gratuite en association avec le Louvre et sous le haut patronage de l'UNESCO. Laure Manin, Mélina Huette et Jérôme Fassilakos s'y sont rendus. Voici Palmyre, la grande mosquée des Omeyyades, le krach des chevaliers ou Khorsabad. Comme vous ne les verrez sans doute plus jamais, ces sites appartiennent au patrimoine mondial de l'humanité, mais ils sont détruits ou sont menacés de destruction par la guerre en Syrie et en Irak notamment. Mais ici au Grand Palais, l'exposition Site éternel permet de les découvrir et de s'en approcher au plus près. Une prouesse rendue possible grâce à l'utilisation de nouvelles technologies mises en œuvre par la société Iconem et notamment sur des terrains difficiles. Un jour, le directeur des antiquités syriennes, Mamoun Abdelkarim, nous a appelés pour nous dire « Venez vite en Syrie, le site de Palmyre va être à nouveau accessible ». Donc on a été
les premiers spécialistes, les premiers archéologues arrivaient sur le site. Et en 4 jours, on a pu documenter les différents monuments qui ont été détruits. Et donc, c'était un procédé qui nous a permis de travailler avec une ville, un site qui était toujours en cours de déminage, avec effectivement des explosions assez fréquentes. Jusqu'à récemment, la destruction de patrimoine et d'œuvres d'art était le fait de dommages collatéraux lors des conflits. Désormais, c'est devenu un acte de guerre en soi. Lorsque, en 2001, les talibans ont pulvérisé les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, personne n'imaginait que ce serait le début d'une longue série. Alors aujourd'hui, même si ce patrimoine menacé se trouve surtout en Syrie et en Irak, au Moyen-Orient, il y a une dimension universelle à vouloir le préserver. Quiconque est allé à Palmyre ou a pu aller dans la plaine de Ninive est d'abord marqué par la beauté des lieux. Voilà. Et au moment où les terroristes utilisent l'image à des fins de propagande, je pense qu'il était important de rappeler ce message universel. Il s'agit aussi de parler finalement de ce qui se passe un peu partout dans le monde en cas de conflit, à savoir à la fois la question du pillage des antiquités, la destruction donc des sites, ce qu'on voit à Palmyre, et la question justement de la préservation des ruines, puisque en cas de guerre, il n'y a plus d'entretien même des monuments. Désormais, la technologie vole au secours de ces monuments blessés. Elle permet de produire des doubles numériques fidèles en 3 dimensions, des images qui permettent d'imaginer qu'un jour peut-être, ces bâtiments pourront être reconstruits à l'identique et retrouver leur beauté ancestrale. L'exposition Sites éternels est à découvrir au Grand Palais jusqu'au 9 janvier. L'Institution des bords de Seine abrite d'autres expositions, comme par exemple celle consacrée à Hergé. Et ce n'est pas la seule à découvrir en cette fin d'année dans la capitale. Nous vous avons compilé quelques-unes des expositions à ne pas manquer à Paris, entre musée d'art moderne, orangerie et quai Branly. Le florilège est signé Florence Gaillard. En haut de ces escaliers, rencontre avec Hergé. Le Grand Palais consacre jusqu'au 15 janvier une exposition au père de Tintin, avec des souvenirs, des photos, des esquisses, pour comprendre qui se cache derrière la bande dessinée mythique. Hergé était très exigeant parce qu'il voulait un travail assez parfait. Donc, mais c'était un homme avec beaucoup d'humour aussi, donc il savait faire avaler la pilule. Voyage dans le temps avec les premières aventures du reporter en 1929. Voyage dans le monde aussi. Les 24 albums de Tintin ont été traduits en 110 langues et vendus à 240 millions d'exemplaires. Juste en face, au Petit Palais, plein feu sur une star de la littérature anglaise. Oscar Wilde était un esthète irlandais, un dandy parisien, mais aussi un provocateur homosexuel au nid de la société victorienne. Pour le redécouvrir, des tableaux qu'il a commentés, des extraits de ses œuvres et quelques-unes de ses archives. Oscar Wilde est devenu une sorte d'icône pour les jeunes. Il représentait la révolte contre l'établissement, il représentait l'individualité, il représentait la sensualité et il représentait l'intégrité. Autre artiste maudit, Bernard Buffet. Encensé par la critique à ses débuts, le peintre figuratif est milliardaire à 30 ans. Mais très vite, ses œuvres sont supplantées par l'art abstrait et oubliées des institutions françaises. Atteint de la maladie de Parkinson, il se suicide en 1999. Son travail fait l'objet d'une rétrospective au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 26 février. Au musée du quai Branly, la bannière étoilée saigne. La guerre de sécession a aboli l'esclavage, mais pas la ségrégation raciale. The Color Line est cette ligne de démarcation qui va profondément diviser la société américaine et donner lieu à des épisodes d'une extrême violence. Le lynchage, c'est la grande affaire politique entre la fin du 19e siècle et puis les années 60. Plus de 5000 Afro-Américains sont tués dans des circonstances atroces, un peu partout aux États-Unis, surtout dans le Sud. Au vu et au su de tout le monde, les lynchages pouvaient être annoncés la veille dans la presse. Les enfants pouvaient avoir un jour de congé à l'école pour pouvoir assister au supplice.
Une période sombre qui a inspiré les pionniers de l'identité noire, Archibald Motley, Jacob Lawrence et Aaron Douglas, des artistes longtemps sous-représentés dans les musées américains et quasi absents des galeries internationales. Au Centre Pompidou, plus que quelques jours pour retrouver un habitué des musées, René Magritte. Sans tableau du peintre surréaliste qui détourne les objets du quotidien pour poser au public des questions existentielles ou philosophiques. Et si René Magritte vous laisse perplexe, reste à la Fondation Louis Vuitton la collection Tchoukine. Au début du XXe siècle, ce Russe, réfugié en France, achète les toiles des plus grands. Monet, Manet, Picasso, Matisse et Gauguin. Résultat, 130 chefs-d'œuvre réunis dans quelques salles, les icônes de l'art moderne. Et avant de nous quitter, quelques mots et des images d'une rencontre sur scène de deux légendes russes de la danse, Mikhail Baryshnikov et Vaslav Nijinsky. Le spectacle intitulé Letter to a Man est signé Bob Wilson. Baryshnikov, danseur russe d'exception, apparaît le visage grimé de blanc dans un élégant costume, deux des marques de fabrique du célèbre metteur en scène américain. Pas de danse à proprement parler, on est plus proche du théâtre et du langage du corps. À voir à l'espace Pierre Cardin jusqu'au 21 janvier. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. I'm not Christ. I'm Nijinsky. Я не Христос. Я Nijinsky. I'm not Christ. I'm Nijinsky.